Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi on parle de Zika à l'Institut Pasteur de Lille? C'est vrai, on n'est pas une région concernée particulièrement par cette pathologie. Même en été, on risque quand même pas trop de voir arriver les moustiques qui soient vecteurs. Et pourtant, on en parle beaucoup à l'Institut. Ben, il y a deux raisons. Enfin, il y a une raison essentielle, c'est l'esprit pasteurien. Personnellement, vous l'avez compris, je suis en fin de carrière. Et je me suis plus tourné vers les aspects de santé publique. Donc j'exerce un peu ma recherche dans le domaine de la santé publique. Et la volonté de l'Institut Pasteur a toujours été, s'il y a recherche, il faut, et si ça s'y prête bien entendu, veiller à ce que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Ça a toujours été notre démarche. Et c'est pour ça qu'on a développé, par exemple, sur le site de l'Institut Pasteur de Lille, des outils qui peuvent aider les touristes, qui peuvent aider aussi les professionnels, concernant cette thématique Zika. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le Zika. Vous en avez déjà entendu parler, plus ou moins dans la presse. Mais je voudrais surtout insister sur l'aspect santé publique, c'est-à-dire comment est-on amené à faire des recommandations, à prendre des décisions dans un contexte d'incertitude. Parce que, vous l'avez compris, c'est une maladie qu'on découvre tous les jours. On apprend tous les jours de nouveaux éléments qui nous oblige à remodifier la stratégie. Et dès demain, aujourd'hui c'est le 15 juin, aujourd'hui c'est le 14 juin, mais dès demain, le 15 juin, j'ai encore une réunion au ministère de la Santé et où l'on va parler justement des modifications des stratégies pour éviter la transmission sexuelle, parce qu'on a appris de tout nouveaux éléments ces derniers temps, dont d'ailleurs je vais vous faire part. Alors, je travaille pour le Haut Conseil de santé publique parce que il se trouve que j'ai piloté l'ensemble des groupes de travail qui produisent les recommandations qu'ensuite reprend à sa charge le ministère de la Santé. Alors voyons un peu où on en est aujourd'hui. Alors d'abord un petit rappel, c'est qui Zika? Zika, c'est un virus qui a été découvert en 1947 pour la première fois chez des singes rhésus en particulier, dans une forêt qui s'appelait la forêt Zika, d'où son nom. On voit apparaître les premiers cas humains, en tout cas on les met en évidence qu'en 1952, et on comprend très très vite, dès 1952, qu'il y a une transmission vectorielle par les fameux moustiques tigres. Il y a très peu de cas jusqu'en 2007. Tout au moins, on n'en dénombre que 14 cas. On comprend un peu mieux maintenant pourquoi, parce que d'une part, il y a de très nombreux malades qui sont totalement asymptomatiques. On se fait infecter, on ne développe aucun symptôme. Et puis, c'est une maladie qui se différencie cliniquement assez mal d'autres maladies comme la dengue ou le chikungunya. Donc, il est possible que ce soit passé inaperçu parce que les médecins de l'époque, n'ayant pas les moyens d'investigation dont on dispose actuellement, se sont dit, c'est probablement une dengue un peu particulière ou un chikungunya un peu particulier. Et c'est pour ça que probablement on a vu si peu de cas. Mais c'est sûr que ça a débuté à bas bruit. Ça devient beaucoup plus sérieux en 2077, vous l'avez compris, c'est 2007, en Micronésie, sur l'île de Yap, où là, dans une population de 7300 habitants, on dénombre 185 cas. Et on sait maintenant que s'il y a eu 185 cas qui ont été diagnostiqués, quelquefois c'était des cas suspects, mais enfin s'il y a 185 cas qui ont été diagnostiqués, c'est qu'il y en a 4 fois plus, en fait, qui ont été infectés. Autrement dit, il y avait à peu près un peu moins de 1000 personnes, probablement, qui ont été infectées sur cet archipel de Micronésie. En 2013 et en 2014, apparaît une épidémie, cette fois-ci beaucoup plus sérieuse en Polynésie française, où on dénombre 8750 cas pour une population de 268 000 habitants. Et ces 8750 cas, ça représente en fait 32 000 personnes infectées. Autrement dit, sur ces 32 000 infectés, il n'y en a qu'un peu moins de 9 000 qui ont présenté des symptômes. Et puis, ça revient par ici en Nouvelle-Calédonie en 2014-2015 avec une épidémie qui est beaucoup plus importante. Je ne parle pas tout de suite de la situation brésilienne parce que cette thématique nous a déjà préoccupés au Haut Conseil de la santé publique. On avait déjà travaillé sur ce sujet
avant que n'apparaisse l'épidémie au Brésil et l'épidémie sud-américaine. Et qu'est-ce qu'on savait? Et on l'a publié d'ailleurs avant qu'on ne parle de l'épidémie brésilienne. On s'est très vite aperçu que c'était une infection asymptomatique dans 3/4 des cas et qu'elle est peu pathogène. C'est-à-dire que même chez les sujets qui sont infectés, les cas graves sont extrêmement rares, voire rarissimes. Et puis, c'est une pathologie qui dure une dizaine de jours, avec quelques courbatures, un rash cutané, c'est-à-dire que le sujet a, comment dirais-je, une expression de macules et de papules au niveau de la peau. Il est fatigué, il a des courbatures, il a des douleurs articulaires, un peu comme dans une grippe, quoi. Mais avec cette particularité d'avoir des yeux qui soient une hyperémie conjonctivale, c'est-à-dire que les yeux deviennent tout rouges, et puis ce fameux rash cutané. Mais en général, c'est une maladie tout à fait banale. Mais on s'aperçoit, et on l'a publié dès ce moment-là, on a dit il y a un neurotropisme, c'est-à-dire que chez des enfants qui sont infectés, on peut voir par la suite, après la naissance, des atteintes du tronc cérébral, et on avait même vu des microcéphalies. Mais on n'avait pas conclu en disant il y a une relation entre la maladie et la survenue de microcéphalie si jamais la mère est touchée en cours de grossesse et l'enfant naît avec une petite tête. On n'avait pas fait la relation pour une raison très simple, c'est qu'on avait trop peu de cas. Et donc quand on a peu de cas, statistiquement, on n'arrive pas à conclure. Et donc on avait simplement noté que ça avait été observé, mais pour autant on n'avait pas signifié que le virus pouvait à coup sûr être responsable de cette pathologie. Et puis les fameux... si l'infection survient chez des adultes, cette fois, ça peut provoquer ce qu'on appelle un syndrome de Guillain-Barré, qui est une paralysie ascendante. Un petit peu à la fois, le sujet se paralyse de façon plus ou moins importante. Dans un très grand nombre de cas, ça se solde bien, mais malheureusement, quelquefois aussi, il peut y avoir des formes un peu plus graves. Les syndromes de Guillain-Barré se rencontrent à chaque fois qu'il y a un processus inflammatoire important qui survient à la suite d'une infection virale ou quelquefois même d'une vaccination. Ça peut arriver. Alors, on avait bien entendu évoqué les possibilités de transmission. Pour les possibilités de transmission, bien entendu, il y a cette transmission vectorielle par les fameux moustiques Aedes. Alors, en Polynésie, en Micronésie, en Nouvelle-Calédonie, le vecteur c'est Aedes aegypti, qui est un très bon vecteur. Le virus le moustique transmet très très bien le virus. C'est un bon vecteur. Mais on ne l'a pas chez nous. Chez nous, on a un Aedes un petit peu différent sur le territoire français ou dans le pourtour méditerranéen, qui est l'Aedes albopictus, et qui, lui, est un vecteur possible. Autrement dit, ce n'est pas un très bon vecteur. Et probablement, vous aurez des questions sur le risque qu'il pourrait y avoir en France d'une épidémie. Vous comprenez tout de suite que ça ne peut pas prendre des dimensions absolument fantastiques, dans la mesure où le vecteur lui-même n'est pas un bon transporteur du virus. On s'était aperçu également d'une transmission sexuelle. On n'avait qu'un cas, un seul cas, mais ça ne faisait pas de doute. Il y avait bien eu une transmission sexuelle, tout simplement parce que monsieur était allé en zone d'endémie, madame était restée à la maison, et puis en rentrant de son périple, monsieur a contaminé madame. Donc on a vite établi que c'était une transmission sexuelle. On s'est aperçu également qu'il pouvait y avoir du virus dans de nombreux liquides biologiques, en ce sens que on en trouve dans le sang. Alors c'est pratique pour faire le diagnostic. Ça pose bien entendu la question du risque de transfusion sanguine, mais il n'y a pas eu de cas décrit actuellement de transmission par la transfusion sanguine, pour une raison très simple, c'est que les gens qui gèrent ces problèmes de transfusion sont des gens extrêmement sérieux, que les contrôles sont tels que le risque est nul. Il y a une élimination du virus par l'urine également, qui dure plus longtemps. On trouve plus longtemps du virus dans l'urine qu'on en trouve dans le sang. Alors ça n'a pas tellement d'incidence, sauf que c'est pratique pour le diagnostic. C'est-à-dire que si on ne trouve pas le virus dans le sang, on peut aller le chercher dans l'urine. Il y en a également dans la salive. Alors ça pose un problème, parce qu'on en trouve dans la salive. On fait des recherches par biologie moléculaire, on le retrouve bien dans la salive, mais on ne sait pas pour autant si la salive représente un mode de transmission extrêmement important. Est-ce que le baiser, le French kiss,
peut être une méthode de transmission particulièrement efficace. Et enfin le sperme, où là il y a une transmission, on retrouve assez facilement du virus dans le sperme pendant des temps assez importants. Je vais y revenir. Ce qu'on a pu établir aussi, c'est qu'il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de vaccin. Je pense qu'il ne faut raisonnablement pas espérer un vaccin pour les années à venir. C'est quelque chose de très long que de produire un vaccin. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour mettre au point le vaccin contre la dengue, on peut se dire qu'il est une maladie très proche. On peut se dire qu'on n'aura pas de vaccin tout de suite. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut compter. Pour les méthodes de diagnostic, heureusement, les laboratoires ont bien travaillé. On sait qu'on peut rechercher directement le virus, alors dans les produits biologiques, mais pour faire le diagnostic, on va donc le rechercher sur le sang et l'urine, vous avez compris pourquoi. Et puis, de façon indirecte, on peut rechercher des anticorps chez le sujet qui a été infecté, et on recherche des anticorps de type IgM ou de type, qui appartiennent à la classe des immunoglobulines de type M ou de type G, mais pour être certain du diagnostic, il faut absolument avoir recours à une technique de séroneutralisation qui est très complexe et qui ne peut être faite que dans un seul laboratoire en France, c'est le laboratoire de référence sur les arboviroses, le CNR, Centre national de référence sur les arboviroses, qui se trouve à Marseille. Et ça a une grosse incidence, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, lorsque l'on va devoir gérer et faire des recommandations à ceux qui sont suspects d'avoir été infectés, à ceux qui ont un projet de voyage, et encore plus aux couples qui ont un projet d'enfant. Alors la prévention, c'est simple, ça consiste à dire, c'est la logique, c'est transmis essentiellement par un vecteur, donc lutte antivectorielle, on l'avait écrit d'ailleurs, mais il faut se rendre compte qu'il peut y avoir entre la vision de l'homme de santé publique et l'homme politique, le ministre de la Santé, il peut y avoir une vision complètement différente. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain qu'il faille faire une lutte antivectorielle. Il n'est pas certain qu'il faille se protéger par des répulsifs au moment de l'infection. Je vous explique pourquoi. Alors, bien entendu, tout cela a été, j'ai oublié de le dire, confirmé, bien entendu, sur les milliers de cas qui ont été observés lorsque l'épidémie s'est répandue sur le Brésil. Et vous savez que maintenant, l'épidémie touche pratiquement toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, pas toute l'Amérique du Sud, ils ont à partir du Paraguay jusqu'au Mexique, toutes les Caraïbes sont touchés, les départements français d'Amérique y compris. Alors, j'en reviens à mon propos. Faut-il finalement utiliser des répulsifs ? Et c'est là qu'on en arrive à ce cœur du problème, c'est comment faire comprendre une attitude, une position de santé publique dans un contexte, je dirais, assez difficile, dans un contexte d'incertitude. Alors, ça, c'est le schéma classique d'une épidémie. C'est-à-dire qu'une épidémie, quelle qu'elle soit, c'est assez théorique, mais enfin, l'épidémie apparaît, le nombre de cas augmente, et puis, plus le nombre de cas augmente, plus ces personnes vont s'immuniser. Donc, vous allez avoir, au bout d'un moment, une partie de la population qui est encore sensible à l'infection parce que non infectée, et une partie de la population qui va aller en augmentant et qui, elle, est résistante, puisque du fait qu'elle ait été infectée, elle a acquis une immunité. Donc au bout d'un moment, le nombre de sujets protégés est tel que le virus a des difficultés à circuler dans la population indemne. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le nombre de cas décroître. Alors on me dirait, est-ce qu'on peut modifier cette courbe ? Ben oui, on peut la modifier. On peut la modifier, par exemple, si on dispose d'un vaccin, autrement dit, quand l'épidémie arrive, on utilise le vaccin, ou lorsqu'il y a naturellement une épidémie de type saisonnier. Je prends l'exemple de la grippe. Vous savez que si la grippe se développe trop tardivement à la fin de l'hiver plutôt qu'au début de l'hiver, eh ben, l'épidémie sera de courte durée. Tout simplement parce que, au bout d'un certain temps, les conditions climatiques sont telles que le virus a du mal à circuler et puis ça s'éteint. Donc, on aura
soit par l'utilisation d'un vaccin, soit parce qu'on est dans des conditions d'épidémie saisonnière, eh bien, on va avoir une courbe épidémique qui va se restreindre en surface. Autrement dit, on aura moins de personnes touchées. Maintenant, on va prendre l'exemple du Zika. Et on dit on n'a pas de vaccin et il n'y a pas d'influence saisonnière. Mais on peut lutter contre la maladie, on peut s'en prévenir par l'utilisation des répulsifs. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que ça peut faire ? Si vous utilisez des répulsifs, ce qui peut se passer, c'est que vous allez aplatir cette courbe. C'est-à-dire que le virus va mal circuler, puisque les gens se protègent. J'utilise un bouclier qui est représenté par les répulsifs. Le virus va se diffuser moins facilement. Mais pour que la courbe décroisse, que ce soit dans la situation ici en jaune ou dans cette situation en bleu, là, il faut qu'il y ait un certain nombre de sujets qui soient touchés. Donc, au total, que vous ayez ralenti la courbe par l'utilisation de répulsifs ou que vous n'ayez rien fait, vous aurez le même nombre de sujets qui seront touchés. Alors ça peut être intéressant quand même d'aplatir cette courbe dans certaines maladies. Exemple, si c'est une pandémie, je reviens à l'exemple de la grippe, si c'est une pandémie, il vaut mieux une courbe bleue qu'une courbe jaune. Pourquoi ? Parce que le système de santé peut être complètement désorganisé. Dans le cas de la courbe jaune, vous avez des milliers de cas par jour. Dans le cas de la courbe bleue, ce sera des centaines de cas par jour. À gérer, c'est beaucoup plus simple. Mais dans le cas du Zika, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence ? Une incidence sur le fonctionnement hospitalier ou le fonctionnement de la médecine de ville, très faible. Par contre, dans les deux cas, vous avez le même nombre, dans les deux situations, vous avez le même nombre de cas. Si vous avez le même nombre de cas, vous aurez le même nombre de syndromes de Guillain-Barré. Si on admet qu'on a un Guillain-Barré pour 1000 cas, eh bien, que ce soit quelle que soit la situation, vous aurez le même nombre de syndromes de Guillain-Barré. Par contre, dans le cas de la courbe bleue, vous aurez beaucoup plus de femmes qui seront exposées pendant leur grossesse au virus. Vous êtes d'accord ? Dans le premier cas, c'est quelques mois, il n'y a que quelques femmes qui seront exposées. Vous augmentez la durée de cette épidémie, vous la doublez, vous aurez 2 fois plus de femmes qui seront exposées à la maladie pendant la grossesse. Donc, finalement, puisque l'objectif, et vous l'avez compris, du fait de la transmission sexuelle et du fait du risque de microcéphalie, qui sont quand même la microcéphalie, c'est quand même la complication majeure qu'on essaye d'éviter, eh bien, on a plus intérêt à avoir une situation jaune qu'une situation bleue. Mais je le reconnais facilement, politiquement, essayer d'aller expliquer à une population que l'intérêt, une fois que l'épidémie s'est déclarée, c'est de ne plus utiliser de répulsifs et de ne pas lutter contre les virus, et de ne pas lutter contre les moustiques. Je conçois très très bien que ce soit totalement indéfendable. Et pourtant, l'intérêt serait là. Vous avez compris ? Bien. C'est ça la gestion de crise. Hein. C'est en fait, par rapport à deux situations, d'essayer de trouver un espèce de compromis entre des différentes mesures qui peuvent être prises, en mesurant quels peuvent être leurs effets. Et là, il y a un effet politique qui est tel que, bien entendu, on ne peut pas dire aux gens, sitôt que la maladie arrive, arrêtez d'utiliser des répulsifs. Alors, on en vient à l'épidémie sud-américaine. Alors au départ, on a pensé que c'était à cause de la Coupe du Monde de football. Il y a eu de très nombreuses personnes qui sont arrivées en 2014 sur le Brésil, et on a pensé que ça pouvait être cet afflux de touristes ou de supporters qui avaient pu ramener le virus. C'est assez logique. En fait, non, on pense que le virus est arrivé un peu avant, mais il a mis du temps à se diffuser, il a mis du temps à être découvert surtout, parce que, je vous l'ai dit, cliniquement, on ne pense pas que ça puisse être un Zika, d'autant que en Amérique du Sud, vous avez énormément de dingues, et en particulier au Brésil, il y a énormément de dingues. Même dans les grandes villes, hein. Dans une ville comme Rio, il y a de la dingue. Hein. Donc, c'est probablement passé inaperçu, mais c'est plutôt en 2013 qu'est apparue l'épidémie. Alors, au 11 juin 2016, vous voyez que j'ai fait les toutes dernières statistiques,
Au Brésil, le nombre de cas, on l'ignore complètement maintenant. Au départ, c'était relativement bien suivi, mais devant la multitude des cas, il ne décompte même plus. Par contre, il continue à être vigilant sur les cas de microcéphalie qui peuvent être induits donc, par certaines infections Zika. Et il y aurait, d'après les autorités de santé brésiliennes, 7830 cas suspects de microcéphalie ou de troubles neurologiques congénitaux, c'est-à-dire des pathologies qui seraient dues à une infection de la mère en cours de grossesse. Pour la Martinique, il y a quand même près de 29 000 cas aujourd'hui. C'est quand même extrêmement important. Et rien que sur la semaine dernière, là, je vous ai écrit sur les augmentations de cas sur une semaine, ce qui prouve qu'on a 1120 cas en plus par rapport aux statistiques de la semaine précédente. Ce qui prouve qu'on a bien une infection très active. Pour la Guyane, 7500 cas, donc plus 365 par rapport à la semaine dernière, et 3 syndromes de Guillain-Barré qui ont été décrits. Pour la Martinique, je n'ai pas les chiffres des syndromes de Guillain-Barré ni des troubles neurologiques. Pour la Guadeloupe, 10 000 cas, plus 2 000 cas sur la dernière semaine, c'est beaucoup, 2 000 cas par rapport aux 10 000, ça veut dire que là, c'est vraiment pas terminé du tout. On n'est pas sur une pente descendante, avec 3 complications neurologiques sévères, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, qui sont des Antilles françaises. Il n'y a pas que dans les DFA, dans les départements français d'Amérique, il n'y a pas que Guyane, Guadeloupe et Martinique, il y a aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy, bien également des cas. Voilà. Donc, bien entendu, il n'y a pas que les territoires français qui sont touchés. C'est clair, vous le voyez sur cette carte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis le Paraguay au sud jusqu'au nord du Mexique, il y a des cas. Beaucoup moins au Mexique. Si vous devez aller à Cancun, vous pouvez aller à Cancun. Vous risquez quand même pas le Zika. Et puis, toutes les Antilles semblent touchées. Alors, on a des chiffres plus ou moins fluctuants. Les Français donnent très très bien les résultats de leurs investigations. On comprend que certaines autorités ont tendance à le cacher. À Cuba, il n'y a jamais rien, ou pratiquement rien. Bon. C'est classique ça. Non, mais il y a quand même des cas, même à Cuba. Donc on voit que c'est quand même une épidémie importante. Et voilà, en dehors de ces zones épidémiques, il existe aussi des zones, ce qu'on appelle de transmission, où la transmission reste active, mais où les cas sont sporadiques. C'est-à-dire on a un cas de temps en temps. Mais on continue quand même à en avoir relativement régulièrement, mais pas avec l'incidence que l'on connaît sur l'Amérique du Sud. Et ici, vous avez le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, la Papouasie, quelques îles de Micronésie déclarent également les Philippines. Les Philippines aussi sont des zones qui sont touchées. Ce qui veut dire que, alors là, le conseil à donner est toujours difficile. Peut-on aller passer ses vacances ou pas ? Ça fait quelquefois très peur. Je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement terrorisé. Sinon, on ne voyage plus, on ne fait plus rien. Je veux dire, de toute façon, il n'y a pas de risque zéro. Alors, l'effet nouveau. L'effet nouveau, c'est que la transmission sexuelle du virus de l'homme à la femme, il n'y a pas de transmission de la femme à l'homme. Mais la transmission de l'homme à la femme n'est pas anecdotique. Au départ, ces histoires de transmission sexuelle, on pensait que c'était par rapport à la transmission vectorielle, c'était quelque chose de tout à fait anecdotique, ça pouvait représenter qu'un tout petit pourcentage. Jusqu'au moment où on a eu cette publication qui est parue la semaine passée, voilà, de nos collègues de Rio de Janeiro, qui ont regardé ce qu'on appelle le sexe ratio de l'épidémie. Alors, quand il y a une épidémie de dengue, par exemple, à Rio, ils ont l'habitude, on s'aperçoit qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont touchés. Autrement dit, le moustique ne fait pas la différence, il s'attaque aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il est très égalitaire. Et là, quand on regarde le nombre de cas chez les hommes et chez les femmes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un beaucoup plus grand nombre de femmes qui soient touchées. Donc, on n'a pas de raison de penser que subitement les moustiques ont une propension à aller piquer plus facilement les femmes, mais par contre, c'est probablement le rôle joué par la transmission sexuelle qui puisse expliquer qu'il y a beaucoup plus de femmes infectées que d'hommes. Ça prouve aussi l'infidélité des hommes. Mais c'était un corollaire. Pas enregistrer ça. Donc, il y a de plus, dans la littérature scientifique, actuellement,
énormément d'observations cliniques qui montrent qu'il existe bien une transmission. Alors, j'ose pas dire de rapport sexuel, mais de rapport intime. Et vous comprenez pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que certes, on pouvait en trouver dans le sperme, mais on peut aussi trouver du virus dans la salive, n'est-ce pas ? Donc, de ce fait, je ne peux plus parler simplement de transmission sexuelle, il peut aussi y avoir des rapports intimes. Alors là, on a beaucoup... Je vais continuer. On a très facilement mis en évidence du virus dans le sperme d'hommes infectés, et ce qui nous a beaucoup plus ennuyé, là aussi en termes de gestion et d'évaluation de risque, c'est beaucoup plus difficile, non seulement chez des hommes qui avaient présenté des symptômes de maladie, mais également chez des hommes qui n'ont présenté aucun symptôme de la maladie. Et ça, c'est extrêmement ennuyeux parce que ceux qui ont fait la maladie, on les repère facilement et on peut leur dire attention lors de vos rapports sexuels. Mais maintenant, quand vous savez que les 3/4 de la population ne présentent aucun symptôme et qu'ils peuvent transmettre la maladie, bien entendu, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une action de prévention. Le virus survit dans le sperme longtemps. La dernière observation qui m'a été rapportée, elle n'est pas encore publiée, c'est une découverte de virus dans le sperme 3 mois après avoir quitté une zone d'endémie. Donc vous imaginez, c'est là que je vous dis que dans un contexte c'est dur à gérer dans un contexte d'incertitude, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir quitté la zone pour se dire bon somme toute c'est bien, j'ai pas été malade et si on a un projet d'enfant, allons-y gaiement. Le danger, c'est que même 3 mois après leur retour d'une zone d'endémie, ou même on peut imaginer que 3 mois après la fin de l'épidémie, vous êtes d'accord avec moi, il y aura à un moment donné une fin d'épidémie dans les départements français d'Amérique, eh bien, il faudra encore que, même pour les femmes qui sont protégées soit du virus, soit qui n'ont pas été affectées, il faudra qu'elles soient très vigilantes et que l'on soit très vigilant et leur proposer des mesures pour qu'elles ne soient pas, après l'épidémie, finalement infectées par un homme qui a gardé du virus dans son sperme. C'est très difficile à gérer et bien entendu, il faut pouvoir apporter des réponses, mais je vous expliquerai tout à l'heure comment on peut faire. Donc, 3 mois après l'infection, et on s'est également aperçu, vous voyez, que ça complique encore le problème, qu'il y avait une transmission sexuelle chez des hommes chez un homme. Il y a un cas. Mais ça suffit, quelquefois, pour éveiller l'attention. Il y a eu un cas de transmission entre hommes. Donc chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc vous voyez que ça complique les choses. Vous avez apparemment au départ, vous avez un couple qui a envie d'avoir un enfant. Vous dites attendez, mais monsieur, il y a combien de temps que vous êtes revenu ? Est-ce qu'il n'y a pas encore du virus dans le sperme ? Est-ce qu'en même temps, parce que des cas complexes, on en vit tous les jours en consultation, est-ce que monsieur n'a pas eu, en plus de ça, des relations sexuelles avec un autre homme ? Monsieur n'a pas voyagé, mais il peut avoir des relations sexuelles avec un autre homme, qui lui a voyagé et a pu être infecté. Vous voyez, quand on met tout ça ensemble, actuellement, j'ai fait un petit décompte, parce qu'on fait des algorithmes, eh bien, ça représente 82 situations différentes d'infection. 82 situations, lorsqu'on mélange tout ça, toutes les probabilités. Il y a aussi une transmission par fellation. On a un cas. Ah oui, alors jouez pas avec n'importe quoi. Bon, méfiez-vous. Non, ça paraît amusant comme ça, mais je vous assure que ça pose des problèmes. Et bien entendu, on a du virus dans la salive de sujets infectés. Là, c'est plus ennuyeux parce que la quantité de virus dans la salive est plus importante chez un individu donné dans sa salive que dans son sang. Et on a découvert comme ça du virus dans la salive environ 1 mois après la fin de l'infection, enfin 1 mois après l'infection. Donc là aussi, c'est pas facile à gérer, si ce n'est qu'en général, dans les relations sexuelles, le contact sexuel et le baiser vont souvent de pair quand même. Bon, donc en éliminant un risque, on peut éliminer l'autre. Enfin, c'est complexe à gérer. Alors, fait important, on a des méthodes d'investigation qui permettent d'apporter des éléments d'information
rigoureux. On n'aime pas beaucoup les tests qui vous disent si le test est positif, peut-être que... Ben non, on a quand même des tests qui sont performants, qui peuvent apporter des informations importantes au moment où on doit conseiller un couple en particulier. Alors, si on détecte des anticorps en appliquant en plus de ça la technique de séroneutralisation, on peut affirmer qu'il y a infection, pratiquement dans 100% des cas. Donc on a un bon test. La seule difficulté, c'est que le diagnostic de séroneutralisation, je vous l'ai dit, est très limité. Et pour le moment, on a tellement peu de possibilités d'en faire, de le réaliser, que finalement, on le réserve uniquement à ceux qui ont été infectés et qui pourraient avoir, par exemple, un projet de grossesse ou quelque chose comme ça. On ne peut pas le faire à tout le monde. On ne peut pas le faire de manière systématique à toute la population des Antilles, par exemple. Parce que vous pouvez imaginer qu'en fin d'épidémie dans les départements français d'Amérique, eh bien, beaucoup de couples vont demander à savoir s'ils ont été infectés ou pas, ou s'ils sont indemnes de l'infection. Donc, on ne peut pas avoir recours à cette technique-là. Ce sera beaucoup trop difficile. Techniquement, on ne peut pas. Deuxième élément, l'absence d'anticorps. Alors ça, vous allez voir, c'est très important. Parce que s'il y a absence d'anticorps, ce qu'on appelle, nous, la valeur prédictive négative des tests est de 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticorps détecté après 4 semaines après un retour ou avoir quitté une zone d'endémie. Eh bien, si 4 semaines après, il n'y a pas d'anticorps, on peut être certain que le sujet n'a pas été infecté. Et ça, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on appelle une valeur prédictive négative de 100%. Et puis, autre élément, si la recherche du virus dans le sperme par les techniques de biologie moléculaire, qu'on appelle ça la RT-PCR, eh bien, si elle est négative, on peut dire à un couple, vous pouvez avoir un projet d'enfant, il n'y a pas de risque. Et ça, c'est très important. Vous comprenez que pour tous ces couples qui sont demandeurs de ce type d'information, il est important de pouvoir s'appuyer sur des tests qui ont pour nous une très grande valeur prédictive. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Les recommandations, elles sont essentiellement centrées sur la prévention des microcéphalies. Que quelqu'un fasse un Zika ou n'en fasse pas, ce n'est pas tellement important. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter, c'est la contamination de la femme enceinte, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de microcéphalie. C'est l'élément principal. La maladie, je vous l'ai dit, est peu pathogène. Et de toute façon, les syndromes de Guillain-Barré, on n'a aucun moyen de les éviter. Ils surviennent dans un certain pourcentage des cas infectés, et c'est tout. On ne peut pratiquement rien. Par contre, on peut éviter les microcéphalies, qui sont, elles, particulièrement graves. Donc, on a des mesures différentes selon que les femmes vivent ou ne vivent pas en zone d'épidémie. Pour celles qui vivent, par exemple, dans les départements français d'Amérique, on peut proposer des choses. Si elles sont enceintes, bien entendu, il y a un risque d'être infectées et donc d'avoir un enfant qui naîtrait microcéphale. Donc, on leur dit de se protéger contre les piqûres de moustiques en utilisant des répulsifs. On ne peut pas utiliser n'importe quoi comme répulsif chez les femmes enceintes. Il y a des restrictions d'utilisation parce que ce sont des produits toxiques qui passent à travers la peau et qui pourraient avoir un rôle toxique en particulier sur l'enfant. Donc, mais on a des répulsifs qui sont performants. On leur dit de ne pas avoir de relations sexuelles non protégées avec un homme qui a été infecté ou susceptible d'avoir été infecté pendant la grossesse. Donc pendant tout le temps je ne mets pas la virgule au bon endroit. Pendant tout le temps de la grossesse, on leur dit, non seulement protégez-vous contre les piqûres de moustiques, et évitez les relations sexuelles avec un homme qui a pu être infecté. Alors si c'est un homme qui vit dans la même zone d'épidémie, ça veut dire pratiquement repousser éviter tout rapport sexuel. J'ai du mal à dire s'il faut éviter quand même les baisers ou pas. Pour le moment, on manque quand même d'informations sur le risque représenté par la salive. Et puis, il faut surveiller la grossesse, bien entendu. Il peut toujours y avoir une infection. Mais là, on a la possibilité de contrôle sérologique et puis on fait des surveillances échographiques. Mais si on constate une microcéphalie, bien entendu, on comprend que facilement se pose la question soit d'une interruption volontaire de grossesse, soit d'une interruption médicale de grossesse. Mais ça, c'est assez bien géré.
il n'y a pas trop de difficultés à gérer ça, si ce n'est que, bien entendu, pour un couple, c'est toujours une catastrophe que de constater in utero une atteinte majeure du fœtus et de devoir avoir recours à une interruption de grossesse, bien entendu. Pour les femmes qui vivent en zone d'endémie et qui ont un projet d'enfant, là, on n'a pas d'autre solution que de leur dire « repoussez votre projet jusqu'à la fin de l'épidémie ». Pour les femmes qui vivent en zone indemne d'épidémie, autrement dit, les gens qui vivent en France, mais en France métropolitaine, si elles ne voyagent pas en zone d'épidémie, me diraient, c'est très bien, monsieur, elle vit en France, elle reste en France, finalement, il n'y a pas de risque. Si, il y a un risque. Il y a un risque qui peut être amené par monsieur. Donc, on leur dit, absence de relations sexuelles non protégées avec un homme infecté ou susceptible d'avoir été infecté, monsieur peut être martiniquais ou guadeloupéen et revenir en France. Attention, ça peut aussi être son époux qui est allé, pour des raisons professionnelles, travailler dans une zone d'endémie, qui revient, et même si elle n'a pas quitté le territoire français, il faut les mettre en garde. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est en train de revisiter l'ensemble de notre fichier de personnes qui sont venues consulter ici, et on a fait, sur un certain nombre de critères, sélectionner les gens qui pourraient être dans cette situation. Il va falloir qu'on envoie, ça va commencer d'ici peu, 1500 lettres de rappel. Il y a 1500 couples. Alors, je ne dis pas que tous ont été infectés, mais au moins, on va leur écrire pour dire « Vous avez peut-être été dans une situation, consultez notre site, et puis, si vous le voulez, on vous recevra, bien entendu, en consultation. » Et bien entendu, deuxième recommandation, report du voyage en zone d'épidémie pendant la grossesse. Alors, il y a des cas où c'est simple. Si c'est vrai qu'il vaut mieux quelquefois savoir reporter, mais c'est pas toujours politiquement très correct. Les autorités martiniquaises, guyanaises, guadeloupéennes sont absolument furieuses lorsqu'elles voient sortir ce genre de recommandations, parce que pour eux, c'est un manque à gagner. Et croyez-moi que ça a fait... Vous n'avez pas entendu parler ici, mais dans la presse locale, dans les DFA, dans les départements français d'Amérique, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et beaucoup de politiques sont absolument furieux contre le Haut Conseil de santé publique à cause de cette recommandation. Pour toujours ces femmes qui vivent dans des zones indemnes d'épidémie, mais qui ont un projet d'enfant, il faut s'assurer que le partenaire n'a pas été infecté. Là, c'est simple. Pour s'assurer que le partenaire n'a pas été infecté, si jamais il a voyagé, on peut lui faire une recherche dans le sperme du virus. Si on fait 2 examens à au moins 1 semaine d'intervalle du sperme et qu'on ne découvre pas de virus, on peut leur dire, allez-y, tout nouveau de réussite, vous pouvez vous mettre et mettre en route votre projet d'enfant. Et bien entendu, reporter les voyages en zone infectée. Pour les couples ayant voyagé en zone d'épidémie et ayant un projet d'enfant, le plus important, c'est pas de s'occuper de madame. Si madame n'a pas été infectée, somme toute, ce qui est important, c'est que monsieur ne vienne pas l'infecter après. Si madame a été infectée 4 semaines après l'infection, elle a développé une réponse immune, mais la réponse immune n'est toutefois pas suffisante pour être certain qu'elle ne puisse pas être réinfectée par un très grand nombre de virus qui seraient contenus dans un éjaculat. C'est-à-dire que l'inoculum au cours d'un éjaculat, un inoculum de virus peut être particulièrement important. Et ce n'est pas parce que la femme elle-même a fait l'infection, donc ne sera pas réinfectée, elle a développé une immunité, ce n'est pas ça qui va éventuellement la protéger d'un inoculum au cours d'un acte sexuel. Donc le plus important dans ce cas-là, ce n'est pas de s'occuper de madame. Je sais bien que c'est les dames qui portent les enfants, ça j'avais compris, mais le plus important, c'est de veiller à ce que monsieur ne soit pas infecté. Et là encore, la démarche est très simple. Ceux qui nous sollicitent, qu'est-ce qu'on leur fait ? On leur fait, les messieurs, on leur fait un contrôle sérologique. Si le contrôle sérologique est négatif, vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous ai dit, valeur prédictive 100%, on est sûr du coup. Donc on lui dit, c'est bien, madame n'est pas infectée, ou elle a été infectée, peu importe, vous n'êtes pas infecté, il n'y a pas de risque de transmission sexuelle.
si le résultat revient positif, ou quelquefois douteux. Vous savez, le laboratoire vous dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne suis pas bien sûr. Dans ce cas-là, c'est simple, on fait une RT-PCR sur le sperme. Et si on fait 2 examens à 1 semaine d'intervalle qu'il est négatif, que tout est négatif, eh bien, on peut leur dire de mettre en route leur projet d'enfant. Par contre, si c'est positif, eh bien, on continuera les examens jusqu'au moment où tout cela va se négativer. Donc, ce qui est intéressant au moins dans cette démarche, c'est qu'on a une réponse personnalisée. Les Américains ont une démarche un peu différente, et l'OMS a une démarche un peu différente, parce que en France, pas que les Américains soient pauvres, mais ils ont suivi plutôt les recommandations de l'OMS. L'OMS s'adresse à la population mondiale, avec des pays qui n'ont pas toujours les mêmes facilités que celles qu'on peut avoir en France. Donc, eux, leur position, c'est plutôt de dire attendez 6 mois après la fin de l'épidémie ou 6 mois après le retour d'un voyage pour mettre en route votre projet d'enfant. C'est beaucoup. Nous, étant donné nos moyens, on a une personnalisation de la recommandation et on peut dire pour chaque couple, bon ben voilà, il y a un risque ou il n'y a pas de risque. C'est quand même quelque chose, je crois, de relativement appréciable. Mais ça, je vous dis, ça ne peut pas se généraliser. Il y a des tas de pays où on ne peut pas faire. Au Brésil, j'imagine pas qu'on fasse de la RT-PCR chez tous les hommes qui envisagent... chez tous les hommes appartenant à un couple qui envisage un projet d'enfant. Alors, en fin d'épidémie de Zika, et ça va arriver. L'épidémie se développe actuellement, vous l'avez vu, elle est très, très intense dans les départements français d'Amérique. Mais un jour ou l'autre, il y aura une fin d'épidémie, comme il y en a eu en Nouvelle-Calédonie, comme il y en a eu en Polynésie française. Comment gérer ça, et en particulier pour les couples qui ont des projets d'enfants? Monsieur peut continuer à transmettre le virus plusieurs semaines, je vous l'ai dit, si ce n'est plusieurs mois après la fin de l'épidémie. Donc, quel est le risque ce qu'il faut, c'est évaluer le risque de contamination in utero. Alors, si madame n'a pas été infectée, c'est ce que je vous ai expliqué, monsieur a été, risque si monsieur a été, quelle faute, infecté, s'assurer que monsieur n'a pas, donc ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer que monsieur n'a pas été infecté. Je vous renvoie sur les techniques que je vous ai expliquées. Si madame a été infectée, le risque est pratiquement nul, mais comment le prouver, la faisabilité, c'est très difficile. Je veux dire par là, dans la dernière hypothèse, que de faire des examens sérologiques avec la fameuse technique de séroneutralisation, sur le papier, c'est très bien, pratiquement, c'est impossible. Le laboratoire n'est pas capable de le faire. Donc la seule technique que finalement on propose pour le moment et qui nous semble réaliste, ça consiste à dire contrôler surtout le sperme de monsieur. Alors que proposer-nous? Voilà. Bon, j'ai anticipé. Je suis maintenant ouvert à vos questions parce que je préfère que vous posiez des questions que moi de continuer à parler de ce sujet.